m'en dirai des nouvelles. Jean-François Cadet, Mickaël Goncalves, Baptiste Antoine. Bonjour, bonsoir. Sa voix a donné des frissons aux spectateurs et aux auditeurs du monde entier. De la Scala de Milan au Metropolitan Opera de New York, en passant par l'Opéra de Paris, il a prêté son timbre, clair, juvénile, sa diction soignée, aux plus grands airs de Bizet, Verdi, Puccini, Gounod, Massenet, Gluck ou Donizetti, mais aussi à Vladimir Cosma. Il a chanté Luis Mariano et Salvatore Adamo, la Sicile de ses racines, et sa passion pour la musique sud-américaine. C'est un ténor, un vrai, que nous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'un livre à la fois plein de pudeur et d'émotion, plein d'humour aussi, Mon dictionnaire intime de Roberto Alagna, avec le journaliste Alain Duhaut. Il est paru aux éditions Le Passeur et vous m'en direz des nouvelles. Liviamo negli eti carici che la bellezza infiora e là fuggevo ora si ebria voluta liviane i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente Bonjour Roberto Alagna. Bonjour. Merci d'être là. C'est par le Libiamo du premier acte de la Traviata de Verdi que j'ai choisi de débuter cette émission pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un air extrêmement populaire qui dit forcément quelque chose à l'ensemble de nos auditeurs. Ensuite parce que c'est ce qu'on appelle un brindisi, une chanson à boire, qui est donc liée à une notion importante pour vous. On va y revenir, c'est la notion de plaisir. Et puis parce que vous racontez que le rôle d'Alfredo, c'est celui du héros de votre jeunesse, le rôle que vous avez toujours voulu chanter. Pourquoi ce rôle-là ? Parce que c'est un rôle magnifique pour un jeune ténor. C'est le rôle de la jeunesse. C'est le rôle où on peut si on le chante trop tard, on peut plus le chanter. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de le chanter énormément en début de carrière. Et puis c'est aussi l'histoire de ma première épouse qui est décédée très jeune. Elle avait 29 ans. Et donc c'était nos débuts sur scène, c'était notre début dans la vie, notre premier enfant, notre premier appartement, première voiture. Donc ça me ramène à ce personnage quand j'entends le prélude ou l'ouverture de Traviata, j'ai toutes ces émotions qui reviennent en moi et j'ai eu la chance, puisque c'est un ouvrage ensuite quand ma première épouse est décédée, je n'ai plus jamais voulu rechanter le rôle et je l'ai rechanté ici avec mon épouse actuelle, Alexandra Koujac. Nous l'avons fait à Paris pour une soirée il y a 2 mois je crois, et ça a été impressionnant de retourner dans ce rôle, de ressentir toutes ces émotions avec ma fille aujourd'hui qui était dans la salle à 27 ans avec une nouvelle épouse et je sais pas, c'était un peu comme si je revenais aux sources et en même temps comme si j'apaisais ce tourment que j'avais en moi depuis des années. Vous avez commencé à chanter très jeune, en fait vous avez même toujours chanté, c'est ce que vous écrivez dans le dictionnaire. Vous vous demandez même si vous chantiez pas en mangeant. Bon, j'imagine un trait d'humour, mais pas tant que ça en fait. Non, c'est une réalité. En fait je chantais en mangeant puisque la bouche pleine. Oui, je mangeais et ma mère me disait Roberto, arrête de chanter, mange. Je me souviens de ces phrases incroyables, je m'en rendais pas compte et aujourd'hui je vois que ma fille Malena qui a 5 ans fait la même chose. Elle chante tout le temps. Donc il y a quelque chose dans les gènes, il y a quelque chose qui fait que c'était peut-être aussi ma façon, c'était un état d'âme pour moi le chant. C'était plus fort que moi. Vous vous sentiez bien quand vous chantiez? Oui, c'était j'existais quand je chantais. Sinon j'étais invisible, transparent, même pour moi-même. Écoutez cette voix, Roberto Alagna, elle devrait vous dire quelque chose. Noble joyeuse que je crois, l'être puissant que je divine, inspirez-moi, noble joyeux, race divine, inspirez-moi.
ça, je le reconnais à une syllabe. Ah, à une syllabe. Oui, j'ai pas besoin de beaucoup. C'est Enrico Caruso dans le grand air de la Reine de Saba. Et vous savez, avec Caruso, il y a une histoire assez étrange. Puisque pour moi, Caruso, j'ai entendu parler de Caruso depuis ma plus tendre enfance, par mon arrière-grand-mère qui l'a connu. Donc elle a vécu aux États-Unis avec mon arrière-grand-père qu'on appelait Mr. Jimmy. Il était né, c'était le premier né de famille sicilienne aux États-Unis, et il est décédé aux États-Unis, et il était ténor. Et il a connu Caruso, ça je l'ai raconté dans un autre livre qui est une sorte de saga familiale que j'avais fait avec Daniel Mazingarbe, qui s'appelle Je ne suis pas le fruit du hasard, où je racontais tout ça. Et ensuite, donc, j'ai connu mon arrière-grand-mère jusqu'à l'âge de 20 ans. Quand elle est décédée, j'avais 20 ans. Donc, vous pouvez imaginer toutes ces histoires qui m'ont bercé depuis ma plus tendre enfance. Et lorsqu'elle me racontait tout ça, moi, j'imaginais des histoires. J'adore imaginer des histoires. D'ailleurs, vous voyez dans ce livre. On s'en rend compte. Voilà. Donc, je tiens ça d'elle parce qu'elle avait ce talent aussi pour raconter la Bible. Elle me fascinait par sa façon de raconter la Bible. Et d'ailleurs, un de mes héros favoris était Samson. C'est pour ça qu'il est aussi sur la pochette. Et donc il y a beaucoup de symboles dans ce livre. Oui. Et Caruso, donc quand j'ai vu la première fois le grand film américain, le grand Caruso de Thorpe, j'avais 10 ans. Et pour moi, le personnage que je voyais, c'était pas Caruso, c'était mon arrière-grand-père. Voilà. Donc tout ce que j'avais imaginé à l'intérieur de moi, je le voyais sur grand écran, au cinémascope. Enfin, sur grand écran, c'était à la télévision, donc c'était pas un grand écran. Et voilà, donc tout ça, ça m'a nourri, et ce personnage était devenu mon arrière-grand-père. Et quelques années plus tard, on découvrait ceci. Inspirez-moi, grâce divine, nobles aïeux en qui j'ai foi, maître puissant que je devine. Inspirez-moi, nobles aïeux, grâce divine, inspirez-moi. Alors, Roberto Alagna, le nouveau Caruso, on peut dire ça comme ça? Pas le nouveau Caruso, mais en tout cas, c'est une sorte de... On se passe un flambeau les uns les autres, de génération en génération. Les ténors, c'est vraiment quelque chose de spécial. Vous vous inscrivez dans ce sillon-là. Il y a dans ce sillon-là. Ce qui est une petite anecdote que je peux vous raconter, c'est que j'avais entendu cet air des tas de fois, mais je l'avais jamais chanté. Et mon premier agent, Jean-Marie Poilvé, me demandait de le chanter, de l'enregistrer. Il faudrait un jour que tu le fasses pour moi, j'adore cet air. Et lorsque je l'ai enregistré, je me suis dit, mais mince alors, Caruso quand même, il le chante assez facilement, alors que cet air est difficile. Et puis en fait, je me suis aperçu que Caruso le chantait plus bas, dans une tonalité plus basse. Et je me suis dit, ah ouais, bah voilà. Donc, mais moi j'ai rétabli la tonalité. Alors comme Enrico Caruso, comme Luciano Pavarotti, Roberto Alagna, que l'on croise aussi à plusieurs reprises dans le livre, vous êtes issu d'un milieu très modeste. Mm-hmm. Père maçon, vous êtes l'aîné de 4 enfants. Vous dites d'ailleurs au détour d'une phrase que très tôt vous sentez une responsabilité presque paternelle. Oui. Vous êtes fils immigré sicilien, un enfant de la banlieue. Vous êtes né à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Vous êtes dans un garage. C'est pas une légende urbaine. Ça, non, c'est vrai. C'est en fait à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'HLM, il n'y avait pas encore toutes ces maisons populaires. Enfin, ces maisons populaires, c'était des blocs, des HLM. Et donc mes parents, pour se loger, ont demandé à un ami qui avait un pavillon, et cet ami qui était aussi sicilien a dit à mon père, voilà, j'ai mon garage, si tu veux, écoute, je peux te le louer, et puis essaie de faire quelque chose avec. Et mon père en a fait un petit 2 pièces très douillet, et on a vécu là jusqu'à... Et il n'y avait pas de maternité dans le coin, donc c'est pour ça que vous êtes né à la maison. En fait, il y avait l'hôpital à Montfermeil, mais je sais pas pourquoi ils sont pas allés là. Et comme il y avait ni clinique ni hôpital à Montfermeil, je suis né à la maison. Voilà. Avec le généraliste qui a accouché ma mère. C'est quand même assez incroyable. Ouais, assisté par mon père et mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Donc père maçon, et vous avez commencé votre carrière en bas de l'échelle, si j'ose dire, parce que votre premier public, eh bien, c'était des gens qui mangent. Il y a des gens qui chantent en mangeant, et puis il y a des gens qui mangent en écoutant, effectivement, de beaux airs. Vous avez commencé à chanter à l'Etna. Là aussi, clin d'œil sicilien, une pizzeria d'Aubervilliers tenue par un patron sicilien. Vous chantiez du bel canto déjà? Non. Là, je chantais de la chanson populaire, un peu de tout. Il y avait, en fait, je faisais plaisir aux gens. Donc, je chantais à la demande. Oui, à la demande. Donc, c'était des passages. Les gens venaient, ils mettaient une pièce dans la guitare, et puis on chantait, et puis voilà. Au départ, je chantais avec des artistes sud-américains, et puis très vite, ensuite, j'ai
continué tout seul. Et puis après, mais ça, j'avais 14 ans, 14-15 ans. Et puis après, dès l'âge de 16-17 ans, je suis devenu professionnel dans les cabarets. Alors, le Don Camillo, la Casa partout, Pepe, Don chez Quichotte, Vincent, la Madrague, etc. Oui, je les ai tous faits, ouais. C'est une bonne école, le cabaret, Robert Oui, c'est Tourania? une très bonne école parce qu'il faut essayer de capter l'attention. C'est pas facile parce que les gens, c'est les gens de la nuit, c'est le milieu de la nuit. Souvent, ils viennent pour autre chose, boire un verre ou faire des conquêtes, ou c'est des trucs d'affaires, des rendez-vous d'affaires. Celui qui chante, ça peut être un jeuneur aussi. Voilà, ça peut être un jeuneur. Et puis quand les gens sont là, souvent, alors il faut essayer de capter l'attention et c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est une bonne école. Je me souviens un jour, je suis arrivé et il y avait tout le restaurant avait été réservé, le cabaret avait été réservé par des gens du Qatar ou je sais, et donc c'était pas du tout mon public, mon genre de public. Et donc ils m'écoutaient pas. Et alors je me suis assis sur la scène. Et j'ai commencé à chanter une chanson sicilienne qui a un peu des influences orientales, mais vraiment très doucement, comme ça, avec comme un murmure. Et peu à peu, les gens ont commencé à poser leur couvert et ils ont commencé à écouter. Et ça a été un triomphe. Autre rencontre capitale, et vous lui rendez hommage à plusieurs reprises dans ce dictionnaire intime, votre maître de chant Raphaël Ruiz. Oui. C'est avec lui que vous avez étudié le chant lyrique? En fait, c'est lui qui a allumé une flamme en moi qui ne s'est plus jamais éteinte. C'est lui qui m'a donné l'envie et il était d'ailleurs dans le livre, je crois que c'est une des définitions les plus longues. Et je l'ai fait sur un mot particulier puisque le mot est noir. Donc Alain Duhaut m'a envoyé ce mot, noir, et j'ai commencé par mon père était noir, puisque c'était mon père spirituel. Ça peut surprendre. Voilà, ça peut surprendre, mais c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, j'essaie de surprendre à chaque fois, puisque je sais qu'Alain m'envoyait des mots et qu'il attendait déjà une sorte de réponse, puisqu'il me connaît bien, et j'ai voulu le surprendre pour surprendre aussi mon public et aussi les gens qui me connaissent moins. Donc mon père était noir parce qu'en fait il était cubain et donc il était noir et c'est lui qui m'a donné cette envie. C'est lui le premier qui m'a mis en liaison directe avec le paradis. Il m'a dit cette phrase incroyable: tu es ténor. Et moi, ténor, je pensais que c'était quelque chose d'inaccessible, puisque je voyais mes oncles chanter, qui avaient des voix extraordinaires, et moi j'étais trop jeune, donc j'avais 17 ans, la voix n'était pas encore formée pour être un ténor, et surtout je chantais beaucoup de variétés. Donc pour moi, le ténor, c'était un super héros. Et donc quand il a dit cette phrase, je me suis dit c'est pas possible. Et donc j'ai tout de suite appelé mes parents, et mes parents m'ont dit oh là là, ne l'écoute pas, il veut certainement te prendre de l'argent. Ah. Et je lui ai dit mais pas tout à fait ça. Et non, il m'a dit mais il veut pas être payé. Ah bon? Elle m'a dit bon essaye. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. La belle de Cadix a des yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal tuerait bien son rival un soir au clair de lune. Et Pedro le matador pour l'aimer plus encore donnerait sa fortune. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Chica 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 aïe aïe aïe, chica 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 aïe aïe aïe, chica 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 aïe aïe aïe, n'a jamais eu d'amant. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir.
Alors on est passé de la musique cubaine à cette reprise de Salvatore Adamo, en passant par le folklore argentin et la Belle de Cadiz, évidemment, de Luis Mariano. Vous êtes à plusieurs reprises, Roberto Alagna, j'allais dire, sorti du cadre lyrique. En même temps, vous étiez déjà à l'extérieur du cadre au départ. C'est quoi l'idée? C'est d'élargir votre public? Pas du tout. C'est pas ma démarche. En tant qu'enfant timide, c'est pas du tout ma démarche. En fait, c'est à chaque fois comme un album photo. Grâce à tout ce que vous venez de faire entendre, je montre des parties de moi-même. Des parties de mon histoire. La musique cubaine, pourquoi? La musique sud-américaine, parce que Rafael Ruiz, parce que c'est lui qui m'a, je l'explique dans le livre, qui m'a fait rencontrer ces gens qui se partageaient, qui s'échangeaient des rythmes. C'est assez incroyable, comme des magiciens qui s'échangent des numéros. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Il y a des rythmes comme ça qui sont, ils sont très très fiers de garder ce secret et ils se les échangent comme ça. Ensuite, Adamo, pourquoi? Parce que c'était un modèle pour nous qui étions les Siciliens. Il y avait le même background. Et lui avait réussi. Et c'était un modèle. Et puis on voyait qu'il restait simple, il restait humain. Il gardait. Et ces chansons, elles avaient tout le temps un parfum de Sicile, même si elles sont interprétées en français avec des arrangements qui étaient des arrangements modernes pour l'époque. Mais nous qui savions lire dans la mélodie composée, on retrouvait que ce soit les filles du bord de mer et tout ça, c'était la chanson sicilienne qui était dans son sang. Et donc ça nous parlait. Ensuite, Luis Mariano. Luis Mariano, c'est ma grand-mère qui aimait Mariano. Et puis ça me rappelle mon enfance où on regardait les films de Mariano et ça nous rendait heureux. Vous voyez, Mariano, il y a quelque chose d'assez magique. On écoute le pot-pourri que vous avez fait. Et dès qu'on entend la musique de Mariano, un sourire s'affiche sur nos visages de tout le monde. Donc il y a quelque chose de magique là-dedans. Ça prouve bien qu'il y avait un bonheur. Et c'est peut-être grâce à tous ces gens-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est eux qui m'ont fait. C'est ces chansons. Quand je rends hommage, par exemple, à tous les Italos, quelque chose, je dis, les Italo-américains, les Italo-français, c'est parce que j'en suis un moi-même. Et parce qu'on en a souffert à un moment. Et à un moment, au contraire, ça nous enrichit. Voilà, donc je rends hommage à tout ça. Voilà, vous appréciez effectivement la musique populaire, et d'ailleurs on a tort, et c'est basé sur rien du tout finalement, toujours de séparer musique classique et lyrique et musique populaire. Je dis toujours, pardonnez-moi de vous Mais non, allez-y. Je dis toujours que quand on dit que c'est une musique élitiste, l'opéra, je dis que si on accepte cette définition, ça voudrait dire que les gens d'aujourd'hui sont moins cultivés que ceux d'avant, puisque l'opéra était la musique populaire de son temps. Donc ce serait exactement la même chose de dire, par exemple, du rap, dans 2 siècles, que c'est une musique élitiste. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et la musique classique, c'est nourri de toute façon du folklore, des musiques aussi, populaires, ça, je en le dis particulier aussi, en Europe. Bien sûr, mais quand on pense à Bizet, quand on pense à Berlioz, la Banera, d'ailleurs, je l'explique, la Banera. Oui, la Banera de Carmen, hein, c'est pas de Bizet d'ailleurs. C'est une musique cubaine à la base. Oui, c'est la reglito. La reglito, ça s'appelle le petit arrangement. Et donc, il a pris puisque Bizet a composé un autre Habanera qui était moins populaire et qui a moins marché. Donc ensuite il a définitivement choisi celui-ci qui est devenu un tube planétaire. Mais c'est pareil pour la marche hongroise de Berlioz, ce sont des musiques populaires. Et chez Verdi, il y en a beaucoup. Il en a pris beaucoup de la musique populaire. Chez Bellini aussi. Bellini, on sent tout le folklore sicilien chez Bellini. On s'en rend pas compte, mais tout est là. Ça, c'est du Bellini, mais c'est de la musique sicilienne vraiment traditionnelle, vraiment de la terre. À propos de refrain populaire. Au clair de la lune, mon gentil Pierrot, la blonde et la brune sortent sans falot, sans falot, sans falot. À l'amour chacune payant son écho. Au clair de la lune, mon gentil Pierrot. Au clair de la lune, mon gentil Pierrot. Viens-tu sur la voir mourir le flot. La voix de Neptune est comme un sanglot,
mattino et comme un sanglant clair de la lune, mon gentil Pierrot, au clair de la lune, mon gentil Pierrot. VMDN sur RFI avec le ténor Roberto Alagna qui publie aux éditions Le Passeur son dictionnaire intime en collaboration avec un autre passionné, le journaliste Alain Duhaut, La Sérénade française de Léon Cavallo. De Léon Cavallo. Donc peu de gens la connaissent cette sérénade puisqu'on connaît Léon Cavallo surtout pour I Pagliacci et bien d'autres opéras qui ont eu moins de succès mais qui sont aussi magnifiques. Et je crois que c'est sur Au mot lune où j'ai pensé donc Alain Duhaut m'a envoyé le mot lune et ça m'a fait penser à cette sérénade parce que déjà nous sommes français donc on a tous en tête Au clair de la lune mais là Léon Cavallo en a fait une sérénade qui ressemble un peu à celle de Colombine d'Arlequin dans Paillasse mais qui en fait est triste par les mots et comme je suis toujours très attaché au sens des mots, aux mots, à la musique du mot, ça m'a interpellé et voilà et donc j'en ai fait une définition et j'ai trouvé sympathique. Là c'était en plus ça me rappelle de beaux souvenirs puisque nous avons enregistré ce disque avec mes frères Federico et David à la guitare dans une petite église arménienne à Venise. Vous voyez donc vous pouvez imaginer l'atmosphère qu'on a pu avoir. Voilà, il y a toute cette image. Donc c'est ça que j'aime dans ces définitions, dans cet exercice, c'est qu'à chaque fois je pars ailleurs, donc ça me fait voyager et j'espère que à travers ces définitions, le lecteur va voyager aussi autant que moi. Mais alors justement, comment vous avez fonctionné avec Alain Duhaut? C'est donc lui qui vous a envoyé ces mots et qui vous a dit débrouillez-vous ou débrouille-toi. Non, je sais pas si vous tutoie ou pas. Oui, on se tutoie. Au départ, ça devait être une sorte d'interview et lui aurait écrit le livre par rapport à cette interview, comme on fait souvent dans cet exercice. Et très vite, donc je l'ai fait en 2 étés. Le premier été, je suis allé jusqu'au H et quand il m'a envoyé ce que moi je lui avais envoyé, c'était plus moi, c'était Alain Duhaut puisqu'il mettait son style, son humour, sa façon d'écrire, etc. Sa culture musicale. Il est très soucieux du détail. Il veut que tous les gens comprennent chaque détail. Il met très académique. Donc le passeur lui aussi, comme l'éditeur. C'est quelqu'un, voilà, on sent lui, il va vous mettre les dates, il va vous mettre les compositeurs exactement exactement. Et moi ce n'est pas ça que je voulais. Donc je lui dis non Alain, on va arrêter. Et donc j'ai refait à ma façon, c'est-à-dire que c'est moi qui ai construit complètement. Donc en fait, je l'ai écrit le livre et ensuite mon jeu c'était de le surprendre. Et donc Alain, j'avais sa réaction à chaud et puis et après je me suis vraiment j'ai dit Alain, tu sais, alors au départ c'était pas facile parce que Alain disait mais alors je sers à quoi puisque je fais que de transcrire. Oui, mais c'était ça, l'intéressant c'était justement qu'on ait un échange de réactions. Et ensuite, il s'est pris au jeu, il m'a fait confiance et je dois dire qu'à la fin, il a été surpris et il a été agréablement surpris puisque j'ai même fait ensuite la ponctuation, j'ai tout corrigé, même lorsque les correcteurs du passeur ont fait des choses, je suis encore revenu derrière pour encore remettre ma touche. Voilà, donc la passion jusqu'au bout. Voilà, je crois que ça, Alain a été agréablement surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ma charge de travail, quoi, à votre application, à mon application, dans le livre. Et voilà, et je l'ai fini puisque ensuite pendant toute l'année j'étais trop chargé, donc je ne pouvais pas travailler dessus, donc je l'ai fait sur 2 étés. Et j'ai terminé juste avant mon Samson et Dalila au Métropolitane, où il me fallait encore 30 définitions, et je les ai fait en 3 jours. Oui. En 3 jours et 3 nuits, sans dormir, sans manger, sans me laver, et mettant en péril la première de ma représentation de Samson. On a tous les détails. Il en sort donc une autobiographie en 1000 éclats, comme l'écrit Alain Duhaut, un livre qui commence par la lettre A, comme tout dictionnaire, A comme admirer. Alors vous admirez notamment votre compagne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alexandra Kouchak, la soprano polonaise. On sent aussi une très grande tendresse dans Boutalotte du livre pour vos filles. Vous évoquez par exemple vos séances vidéo avec votre fille Ornella devant Louis de Funès et les gendarmes. Là aussi on est dans de la culture populaire. Vous évoquez aussi vos héros de jeunesse à vous. Il y a Zorro, qui est tout à la fin du dictionnaire, évidemment. Il y a les personnages de Pif Gadget. Oui. Comme Raon ou Docteur Justice, il y a les héros de Marvel aussi, les super-héros de Marvel. Vous disiez tout à l'heure, un ténor, pour moi, quand j'étais jeune, c'était un super-héros. C'est ça. Est-ce que chanteur d'opéra, c'est un héros? Est-ce que c'est un super-héros, un chanteur d'opéra? C'est un mutant. Vous êtes un mutant, Roberto Alagna. C'est la seule catégorie de voix d'opéra qui a subi une mutation.
puisque dans la nature, le ténor n'existe pas. Voilà, il s'est passé quelque chose. Je dis toujours, je fais la comparaison avec le turbo dans le moteur. Lorsqu'on a inventé le turbo et ça a donné d'autres possibilités, il s'est passé la même chose dans la voix de ténor. Au départ, les ténors chantaient en voix de fausset, c'est-à-dire en voix de soprano à un certain moment. C'est-à-dire que jusque maximum fa, sol, c'était encore en pleine voix, et ensuite on montait en voix de fausset. Et un jour, un ténor français, Dupré, utilisant les nouvelles techniques, a réussi à faire un coup de bascule, quelque chose dans la gorge, et il a créé le moteur à explosion. Voilà. Et c'est devenu le ténor moderne d'aujourd'hui. Et les héros que vous incarnez sur les scènes des opéras du monde, Roberto Alagna, est-ce qu'ils se rapprochent des super-héros? Oui, Othello, c'est un super-héros, puisque vous l'incarnez en ce moment à Bastille. Oui, on peut pas appeler ça un super-héros vu que c'est quand même quelqu'un. Je vais même dire c'est plus que ça. C'est un humain. C'est un super humain, puisqu'il va succomber au doute, à la jalousie, à la trahison. Il va même aller jusqu'à tuer celle qu'il aime. Donc il est plus qu'humain. Voilà, donc c'est pas des super-héros. Les super-héros, pour moi, c'est les chimères de la mythologie grecque. C'est l'inaccessible. Voilà, le ténor, il est là. Alors comment est-ce qu'on rend accessible un rôle comme celui d'Othello, par exemple? Parce que vous nous expliquez dans ce dictionnaire, vous dites il y a l'iceberg, donc il y a la partie que l'on voit, et puis il y a tout ce que le spectateur ne voit pas, et ce qui est souvent l'essentiel. Oui, bien sûr. Gros travail de documentation. Comment vous entrez dans un personnage? Déjà, bien sûr, il faut se documenter. Il faut. Moi, je crois que j'ai tout vu, tout ce qui a été fait sur Othello. Bon, bien sûr, on peut pas tout voir, tout connaître, mais j'ai essayé de tout lire. J'ai même lu Othello en plusieurs langues. Donc, pour voir la différence, je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en roumain, je l'ai lu en italien, je l'ai lu en espagnol, je l'ai lu en français, bien sûr. Donc, et je l'ai même lu en vieil anglais, vraiment le shakespearien. Donc, pour voir les différences. Et ce qui me fascine chez Othello, c'est que c'est un drame moderne aujourd'hui, c'est un drame de l'intégration, en fait. Et c'est ça qui m'a fasciné. C'est ce type qui est un mort, donc qui est au départ peut-être musulman, et qui va aller jusqu'à trahir son peuple et donc lui-même, pour essayer de gagner du galon, quoi, et de s'intégrer dans cette société qui n'est pas la sienne. Il va aller jusqu'à épouser une femme blanche, vénitienne, et donc quelque part il y a une fusion de l'amour qui, lui, va se convertir au christianisme, et elle presque va se soumettre à cet époux qu'elle adore, qu'elle admire, pour le travail qu'il a pu accomplir sur lui-même. Il a été esclave. Il est monté au plus haut niveau, c'est lui qui commande tout le monde, mais quelque part, il a beau être ce tacticien de guerre, ce génie, il va quand même être envié, jalousé et surtout pas accepté dans cette société. Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI. Avec Roberto Alagna qui publie son dictionnaire intime aux éditions Le Passeur, on y découvre, mais on s'en doutait quand même un petit peu que vous aimez rire. Il y a beaucoup d'humour et de calembours, d'ailleurs, au fil des définitions. Vous racontez d'ailleurs quelques-uns de vos fous rires, quand un cheval se met à uriner à vos côtés sur la scène du Théâtre Antique d'Orange dans Rigoletto, quand tel ou tel accessoire fonctionne pas tout à fait comme on l'aurait voulu ou fonctionne trop bien. Il y a une guillotine, notamment, qui se balade dans les pages. Ou quand vous faites vous-même une petite facétie, par exemple, est-ce que vous pourriez nous présenter votre ami, le ténor Alberto Ragone? Ah oui. Ben vous savez, ça c'était un secret pendant longtemps, puisque à une époque, donc j'étais en train d'enregistrer La Bohème avec Decca, et le grand Di Stefano, le grand ténor légendaire, devait venir jouer par Pignol, enregistré par Pignol. Ce sont deux phrases, c'est le vendeur ambulant qui donne les cadeaux aux enfants, et il a deux phrases à dire, qui sont deux phrases quand même exposées, puisque ce sont des sols, sol dièse, etc., donc assez aigus, et il fallait qu'il chante ça. Et au dernier moment, il a annulé.
Ah, donc problème de Donc distribution. problème dans la distribution, et on se demandait tous qui allait venir parce qu'on voyait pas le nom, et c'était la surprise. On était tous ravis d'avoir Di Stefano. Moi, je l'avais connu quelques années avant, et en plus il était sicilien, donc ça nous rapprochait énormément. Et puis là, j'avais été super déçu. Et puis j'étais avec un ami qui s'appelle Giuseppe Ragona, qu'on appelle Pino Ragona, qui est un restaurateur à Londres. Et à un moment, on savait pas quoi faire. Il a dit: mais Roberto, pourquoi tu le fais pas, toi? Tu transformes ta voix. Alors j'ai dit, et tout le monde a trouvé l'idée géniale. Donc j'ai transformé ma voix en mettant un côté nasal comme ça. Et personne n'a découvert la supercherie. Ensuite on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on met? On va pas mettre Roberto Alagna qui joue par Pignol. J'ai dit, je vais inventer un nom. Et j'ai fait l'anagramme, puisque c'était Giuseppe Ragona, et j'ai fait l'anagramme Alberto Ragona, qui est en fait Roberto Alagna. C'est l'anagramme de Roberto Alagna. Et voilà, et le personnage est né comme ça. Et d'ailleurs, si vous allez sur... Et sur les disques, il est toujours... Il y a toujours, et d'ailleurs, si vous allez sur Google, vous tapez Alberto Ragona et vous allez voir, c'est le ténor, etc. En fait, un ténor qui n'existe pas. Voilà, donc vous avez donc réussi à créer un personnage et un ténor. Bon, on rit beaucoup effectivement à travers ces lignes. Roberto Alagna, j'allais vous appeler Alberto Ragona. Roberto Alagna. Oui. Bon, c'est un travail sérieux, l'opéra, mais on peut quand même s'amuser. Ah bah bien réellement, sûr, en scène, en répétition. Je raconte dans l'histoire de la Bohème avec quand il y a la petite histoire avec la Couffiette, c'est le petit bonnet, donc je raconte tout ça là. Et mais bien sûr, on peut rire. Il y a des choses. Ce qui est intéressant, par exemple aussi, c'est dans ce livre, c'est de voir mes traits de caractère. On voit, par exemple, quand il m'envoie en définition pour l'épée poésie, je fais une poésie matinale. Et alors je suis là dans le jardin et hop, et je me prends pour une petite abeille, etc., qui va aller butiner des mots par-ci par-là, et ça devient moi. Et donc d'ailleurs c'est le seul moment où j'ai vraiment écrit avec un papier et un crayon, parce que tout le reste j'ai voulu que ça reste de l'ordre de la orale. Et donc je l'ai construit complètement en enregistrant tout, et j'ai ce livre enregistré. Je pourrais faire un jour un livre audio où j'ai ce livre avec ma voix complètement enregistré et complètement construit de cette façon. Mais vous êtes un artiste de l'oral, de toute façon. Oui. De l'oralité, aussi bien du point de vue de la tradition que du point de vue de l'interprétation. Même si je suis pas écrivain, je voulais quand même que ça soit assez bien écrit et que ça reste un petit peu un genre plutôt littéraire. Mais c'est pas de la grande littérature. Non, mais il y a un vrai style. Voilà, il y a un style. Et c'est mon style. Je voulais que les gens qui me connaissent m'entendent en lisant le livre, entendent ma voix. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce travail avec Alain, et ça a été un jeu assez incroyable, parce que des fois il me disait non mais tu peux pas dire ça comme ça, et tu vas pas. Et je disais fais-moi confiance, laisse-le comme ça. Je veux qu'il y ait une interaction avec les gens, je veux que ça intéresse les gens, que les gens aillent aussi faire des recherches. Donc des fois je laisse un peu en suspens. Il y a par exemple à un moment, et puis c'est drôle parce qu'Alain des fois il est très, que je vous dis, très académique, donc il va mal comprendre une blague. Par exemple il m'envoie le mot là. Je sais très bien qu'il s'attend au là du diapason et qu'il veut que je lui raconte quelque chose comme ça. Et c'est juste le jour où la France gagne la coupe. La Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde. Donc je fais la France est championne du monde. La. Et Alain me dit mais je comprends pas, c'est quoi ton truc? Ben je dis c'est la chanson de la Coupe du Monde. Et je comprends pas. Et je dis mais c'est ça. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de lui faire comprendre ces choses-là. Tutte le birre ma si avanto, tempi spegnetela occhio fra poco, col sangue nostro la stengherò. Ero già figlio prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, oh che qual meno corro a morir, e qual meno a morir, e qual meno di quella pira lo rendo poco, tutte le birre ma si avanto, tempi spegnetela
Di quella pira, le trouvère de Verdi, et ce n'est pas n'importe quelle air ça pour vous, Roberto Alagna. C'est l'air héroïque par excellence, mais ça me fait sourire parce que je pense encore au travail que nous avons fait avec Alain, parce que Alain, plus qu'un collaborateur, ça a été un sparring partner. Ça a été un combat de boxe parce qu'il fallait que j'arrive à le convaincre. Des fois, il me disait mais tu peux pas dire ça. Ou par exemple, quand on parlait de cette ère où on parlait des traditions, des choses, il me disait il faut que tu dises qu'en fait Verdi a pas écrit un contre-ut, mais il a écrit un la. Je dis non, il a pas écrit un la, il a écrit un sol. Ah non, Muti me l'a dit. Je dis alors si Riccardo Muti, mais je dis c'est pas possible. Je dis ou alors je vais écrire Alain Duhaut m'a dit ça et tu vas voir que Muti va t'engueuler. Alors après il va rire avec ça. Mais pour vous dire l'échange qu'on a eu, parce que c'était drôle. Par exemple, il y avait des moments sur le mot queue de pie où je règle des comptes gentiment, puisque c'est le leitmotiv de ma vie, de ma carrière. Et il me disait mais non, mais tu peux pas faire ça. T'as écrit une fiction, t'as écrit quelque chose, une caricature. Tu peux pas. Les gens attendent du concret. Mais je dis non, Alain, c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant ma carrière. Où à chaque fois que j'ai fait un nouveau rôle, on me disait toujours il va se péter la voix, il va jamais y arriver, il va ça. Et donc je fais une sorte de caricature qui est très amusante en disant que j'ai 99 ans, que j'ai vêtu mon habit, ma queue de pie comme on l'appelle dans le métier, et que on est en train de me remettre, je suis tremblant avec ma canne, et qu'on va me remettre, on a fait sur un grand écran, sur un écran géant, une mini rétrospective de mes 60 ans de carrière, et puis à la fin il y a encore, bon je dis pas le reste, non, lisez le livre. Il faut le lire, effectivement. Alors on va faire revenir un petit peu au contre-ut quand même, Roberto Alagna, parce que cette ère donc du trouvère de Verdi permet justement de placer, si j'ose dire, le fameux contre-ut qui est un petit peu l'acmé du ténor. Oui, c'est quelque chose de très difficile à atteindre pour une certaine catégorie de ténors, puisque normalement un ténor devrait avoir un contre-ut, tout ténor qui se respecte, mais c'est pas si évident que ça. Mais alors c'est une question de travail ou c'est une question de don ? C'est les deux. On l'a déjà. Des fois, il faut le travailler c'est difficile à expliquer. C'est un miracle le contre-ut en réalité, et il faut toujours y penser. Si on n'y pense pas, ça peut toujours craquer. Mais c'est le triple axel chez le patineur. C'est le triple saut périlleux pour le trapéziste sans filet. C'est tout ça. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin parce que inaccessible. Et parce qu'en même temps, il faut, c'est ce qui rend le ténor super héros. Bon, mais en même temps, vous n'avez pas besoin de contre-ut pour casser un miroir de salle de bain, par exemple. Mais ça m'est arrivé aussi. C'était même pas un contre-ut. Non, ça devait être un mi en voie de fausset, et que j'ai juste touché la juste vibration, et ça a brisé le miroir grossissant de la salle de bain où j'étais à New York. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi sur lutte, puisqu'on y revient, c'est qu'ensuite je le couple avec Utopie. Puisque pareil, donc la petite gymnastique de l'esprit, en se disant que c'est des fois aussi utopique que le public, un certain public pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais rater. C'est non. Si c'était comme ça serait simple. Le ténor reste humain. Le ténor reste humain, et c'est ça qui fait sa bravoure, c'est qu'il va dépasser à chaque fois ses limites. Alors vous parlez énormément de votre voix, le plus beau diamant de l'opéra, comme vous l'écrivez, diamant qu'il faut tailler, polir, dont il faut prendre soin. En fait, un chanteur d'opéra, ça doit avoir une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Oui, mais je dis encore même autre chose, puisqu'à un moment on parle aussi de pierres précieuses et de bijoux, etc. Je dis que c'est presque plus rare que l'or, que le diamant, que le pétrole, que tout ce qu'on veut, puisque on est quasiment 7 milliards sur Terre. Combien sur ces 7 milliards peuvent chanter de l'opéra à un haut niveau ? Oui, donc vous avez un devoir, en quelque sorte, d'être à la hauteur et de préserver. C'est là qu'on se dit que c'est quelque chose de rare et de précieux. Alors vous parlez beaucoup de votre santé aussi, des otites et des douleurs dentaires, des fractures, des opérations que vous avez subies. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fragile, Roberto Alagna. On est de plus en plus fragile, puisqu'on avance en âge, donc comme chaque être humain, on est de plus en plus fragile. Mais le fait de toujours, c'est comme le diamant, plus on va le polir et plus il va devenir fragile. Oui. Le cristal, c'est la même chose, c'est très beau, c'est poli, mais c'est fragile. Et donc on est toujours à attraper des traquets,
trachéites, alors qui semblent anodines chez le commun des mortels, mais pour nous c'est une tragédie. En ce moment, par exemple, je lutte avec une trachéite depuis 10 jours. Je suis déjà à ma 4e performance d'Othello en 10 jours, et je vous assure que de chanter un ouvrage comme ça avec une trachéite, je vous assure que c'est donc le printemps avec les graminées, là, c'est pas la bonne période pour vous. Les allergies, c'est pas que ça. Les allergies, vous pouvez être allergique à l'air conditionné, à la poussière dans les théâtres. Je le raconte dans le livre. Il y a des tas d'allergies, et tout ça endommage l'instrument et met en péril. Et c'est ça. Et d'ailleurs, j'explique d'ailleurs au mot nage, allez voir ce que j'ai ressenti le jour où j'ai failli me noyer. Et ben des fois, quand on est sur scène, où un air commence et on a l'impression de vivre la même chose, comme celui qui ne peut plus atteindre la rive. Voilà. Quand on est malade, comment on gère alors, Roberto Alagna? Parce que vous hésitez à annuler, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Annuler, c'est vraiment l'extrémité. Je n'aime pas annuler, c'est un échec pour moi d'annuler. Et puis je pense toujours aux gens qui ont. Vous pouvez vous faire remplacer aussi. On peut se faire remplacer, mais les gens viennent pour vous quand même. Et alors de temps en temps, on peut avoir une surprise. Quelqu'un, il y a des carrières qui se sont faites comme ça. Et puis il y a des fois où il n'y a pas de doublure, où il y a personne. Des fois, par exemple, j'ai chanté la générale avec la trachéite. D'ailleurs, mon épouse et tous les deux, nous étions malades. On s'est pas fait remplacer. D'ailleurs, il n'y avait pas de remplaçant. D'abord, et j'aurais très bien pu dire, moi je ne viens pas puisque on n'est pas payé, les gens n'ont pas payé, bon, on laisse tomber, on reviendra. C'est pas si grave, oui. Voilà, mais j'y vais quand même à mettre en péril. Pourquoi? Parce que en même temps, on découvre de certaines choses, de nouvelles possibilités. Et je me suis aperçu que à cause ou grâce à cette trachéite, j'ai découvert de nouvelles clés qui vont me permettre de faire ce personnage dans d'autres conditions lorsque je serai en forme. Oui, sauf que parfois ça se passe pas si bien que ça, et parfois la critique vous attend au coin du bois, et c'est la volée de bois vert. On sent que vous en avez un petit peu souffert quand même. Oui, même si critique. Je dis toujours que ça me renforce, c'est vrai. Mais on n'arrive pas à se blinder en fait. Non, avec le temps. Mais il faut l'accepter quand même, c'est humain. C'est humain. Après, il y a des fois des gens qui sont ridicules, qui vont faire une critique ridicule. Il y en a d'autres où ça va être, ça va nous aider. Mais je vais vous dire, la plus terrible des critiques à mon égard n'est rien par rapport à ma propre critique. Ah. Vous êtes très dur avec celle que je m'inflige moi-même. Oui. Bien sûr, moi je suis le plus grand critique qu'on puisse imaginer pour moi-même. Vous vous réécoutez lorsque vous sortez de scène ou bien c'est terminé? Aussitôt. C'est derrière vous. Aussitôt. Parce et là vous dites, là c'était pas bon, là j'aurais dû faire comme ci, comme ça, etc. Mais pas que la voix. La gestuelle, le costume, tout va. C'est pour ça que d'une représentation à l'autre, les choses évoluent. Donc, par exemple, ça vous est arrivé de demander des costumes plus légers parce que j'ai vu je les modifie, la lettre E comme étoffe. J'ai vu que il y avait des costumes qui vous faisaient suer dans tous les sens du terme. Oui, parce que si vous avez une redingote de 10 kilos sur vous et puis un costume de soldat en dessous, respirer, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis, vous savez, c'est une performance athlétique, donc on se met à transpirer et c'est pas agréable, ni pour le partenaire, ni pour soi-même. Donc voilà, donc des fois on essaie de faire, mais souvent j'essaie de modifier. Là, par exemple, mon costume d'Othello, j'avais 3 couches sur moi. À partir de la 4e représentation, j'en ai plus qu'une. Et puis hier, par exemple, j'ai même enlevé le reste et j'ai mis juste une sorte de ceinture directement sur ma peau et recouverte par une chemise noire. Vous voyez, donc ça évolue. Au début, j'avais un turban, je l'ai plus. Voilà, il y a des choses qui évoluent. Et pendant
extrait du Carmen de Bizet, évidemment, oui. Avec vous dans le rôle de Don José, Roberto Alagna. Vous écrivez, être artiste, c'est être différent, c'est posséder une sensibilité hors du commun. Et vous ajoutez, c'est se dépasser pour aller toujours plus loin. Oui, tout à fait. Plus loin pour vous, aujourd'hui, en 2019, ça veut dire où ? Pour moi, plus loin, c'est au contraire, trouver la simplicité. C'est la chose la plus difficile. Par exemple, dans une partition, il y a des légendes qui se créent, des traditions, des modes, des styles qui évoluent avec le goût. En parlant de cet air de Don José, on croit toujours que la fameuse phrase qui monte jusqu'au si bémol « et j'étais une chose à toi » doit obligatoirement être chantée en fausset ou en piano, etc. Eh ben non. Pendant des tas d'années, tout le monde le chantait en forté, et ensuite il y a un ténor ou deux qui avaient des difficultés dans l'aigu, qui ont commencé à le chanter en fausset, mais ça marche aussi. Et on croit que rendre justice à Bizet, c'est de le chanter comme ça en piano, parce qu'il y a un piano dans l'orchestre. Et en réalité, non. Bizet était très intelligent. Il savait très bien qu'il y a 1000 façons de dire je t'aime à quelqu'un, et pas seulement en piano ou murmurant. Donc on peut le crier, on peut le murmurer, on peut le faire en fausset, puisque il se sent même presque castré en disant que je n'étais plus qu'une chose, donc je n'étais même plus un homme. On peut le faire de 1000 façons, et c'est ça la grandeur de Bizet. Quand il veut vraiment un vrai piano, il le fait, comme à la fin du duo avec Michaela, où il écrit là 3P, pianissimo, parce que c'est le souvenir d'autrefois. C'est l'heure de se quitter, Roberto Alagna, c'est l'heure des saluts. Quand le rideau tombe, quand le spectacle est terminé, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Il y a toujours un petit pincement au cœur, comme je l'explique aussi à Applaudissements, parce qu'on ne sait pas la réaction du public. Souvent, on pense qu'on a été bon, qu'on a donné des tas de choses, on s'attend à une certaine réponse, et la réaction est complètement opposée, ou le contraire. Des fois, on croit qu'on n'a pas été bon, et puis la réaction. Donc, je dis toujours que, comme la phrase de Louis Jouvet, il faut que le talent aussi soit du côté du public. Il faut que le public ait du talent aussi. C'est ce qui fait la magie de l'opéra, où là tout va fonctionner. Vous avez été très bon, si je puis me permettre, Roberto Alagna. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Votre dictionnaire intime, écrit avec Alain Duhaut, est disponible aux éditions Le Passeur. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec l'écrivain autrichien Robert Menasseux pour son roman La Capitale, paru aux éditions Verdier. Et vous m'en direz des nouvelles.